En 2014, 210 000 migrants clandestins ont franchi la Méditerranée pour rejoindre les rives de l'Europe. De ce nombre, environ 3 400 sont portés disparus, ont fort probablement perdu la vie. Ce sont des chiffres records. C'est un phénomène qui prend rapidement de l'ampleur depuis quelques années, avec des Syriens, des Afghans, des Irakiens et d'autres qui tentent de fuir la violence dans leur pays. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de mieux comprendre ce phénomène, de voir ce qui peut être fait, de ce qui devrait être fait, avec François Crépeau, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université de McGill, qui est également rapporteur des Nations unies pour les droits de l'homme des migrants depuis 2011. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. Donc, de ces 210 000, enfin, 200 quelques mille qui ont rejoint les rives européennes l'année dernière, en passant par la Méditerranée, qu'est-ce que leur prévoit la loi? Qu'est-ce qui les attend une fois rendus en Europe? Deux choses. Soit ils font une demande d'asile et ils obtiennent ou n'obtiennent pas le statut de réfugié, soit ils ne font pas de demande d'asile et ils sont à ce moment-là des migrants en situation irrégulière, susceptibles de retourner dans leur pays. Et s'ils font une demande d'asile et sont rejetés, n'obtiennent pas le statut de réfugié, ils deviennent également des migrants en situation irrégulière, susceptibles d'être envoyés dans leur pays. D'accord. Et là, pour expliquer l'augmentation du nombre de migrants, j'ai parlé en introduction des conflits qu'il y a dans le monde, mais est-ce qu'il y a quelque chose également du côté de l'Europe qui explique la forte augmentation du phénomène clandestin de la migration? Bien, ce phénomène clandestin de migration n'est pas exclusif à l'Europe. Il se passe aussi sur la frontière américaine avec le Mexique. Il se passe en Afrique sur beaucoup de frontières. Il se passe en Asie, vers l'Australie. Donc, la migration clandestine est un phénomène en augmentation partout. Pourquoi? Parce que les gens savent aujourd'hui qu'il y a des opportunités pour eux ailleurs. Ce qui n'était pas le cas il y a 25-30 ans, forcément. Des opportunités de vie paisible ou des opportunités de travail, d'emploi? Il y a deux raisons pour lesquelles les gens se déplacent. Des push factors et des pull factors. Push factors, c'est le fait de quitter son pays parce qu'on y risque sa vie ou sa liberté, ou alors on est dans une misère noire et on ne voit pas comment on va arriver à élever ses enfants. Donc, on est poussé en dehors de son pays. Pull factor, il y a des pays paisibles, il y a des pays qui accueillent correctement les réfugiés, et il y a des pays dans lesquels il y a de l'emploi, et entre autres des marchés clandestins de l'emploi qui ont besoin de travailleurs migrants en situation irrégulière, dans l'agriculture, dans la construction, etc. Et ça, ce sont des choses qui se savent. Et on sait qu'en Europe, il y a des emplois. Et on sait qu'en Europe, il y a des pays qui accueillent les Syriens et les autres. Donc, les gens répondent à des pull et des push factors, et quelles que soient les mesures répressives qu'on essaye de mettre pour les empêcher de venir, ils vont finir par arriver. Soit ils viennent légalement parce qu'il y a un système pour les accueillir, soit ils vont payer des gens qui sont des passeurs professionnels, qui sont des mafias locales, qui sont des réseaux clandestins, et ces gens-là vont les faire passer. Et c'est l'histoire de toutes les prohibitions. La prohibition contre l'alcool dans les années 20 a créé des tas de mafias de bootleggers. La prohibition de la drogue a créé la war on drugs, et les cartels de la drogue d'Amérique centrale sont pas prêts de disparaître. On le voit avec la violence au Mexique. Et c'est la même chose ici. On met en place une prohibition et se crée un marché de contournement de la prohibition. Donc, vous parlez de la prohibition. Donc, c'est dire que si la migration se fait de plus en plus de façon clandestine, ça veut dire que les voies légales, les demandes d'asile en bonne et due forme sont très difficiles à obtenir? Ou est-ce qu'on les voit augmenter légalement? Les voies légales ne répondent pas aux besoins de ces gens-là, ni aux besoins de nos marchés. Nous n'avons pas fait pour les Syriens ou pour les Érythréens ou pour les Afghans ce que nous avons fait pour les Indo-Chinois il y a 30 ans, il y a 35 ans. Il faudra le faire. 3 millions de Syriens qui sont dans des camps ou dans des villes en Turquie, en Jordanie, au Liban, ne vont pas attendre tranquillement pendant des décennies que leurs enfants grandissent et ne se retrouvent devant rien. Ils veulent aujourd'hui trouver des écoles pour leurs enfants en Occident pour les élever et que leurs enfants aient un avenir. Si on pense qu'ils vont rester gentiment là-bas, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Donc, tant qu'on n'aura pas fait l'effort de créer des programmes massifs de rétablissement de réfugiés, ces gens-là vont venir clandestinement comme nous le ferions à leur place. On n'attendrait pas pour nos enfants. Vous faites le parallèle avec les Indo-Chinois dans les années 60 à peu près. 70. 70, pardon. Est-ce qu'en termes de nombre, est-ce qu'on parle du même nombre aujourd'hui? C'est des chiffres beaucoup plus élevés que ce qu'il y avait auparavant? Non,
on est dans les mêmes ordres de grandeur, on est dans plusieurs millions. L'Occident serait pas nécessairement, il n'y a pas besoin nécessairement d'accueillir tout le monde, mais il y aurait certainement de la place pour un effort massif de l'ordre de 1,5 million à 2 millions de personnes sur un certain nombre d'années. Et si on prend l'Océanie, l'Europe, l'Amérique du Nord et qu'on se répartit ça sur un certain nombre d'années, eh bien, ça fait pas des chiffres énormes. Ça fait 10 000, 12 000, 15 000 Syriens par année pour le Canada. On est parfaitement capable d'absorber ça, de s'organiser. Encore faut-il avoir la volonté politique de le faire. Or, pour l'instant, à l'égard des Syriens, eh bien, la plupart d'entre eux viennent clandestinement. Oui. Et vous dites, on l'a déjà fait. En fait, l'Europe l'a déjà fait, donc il y a un précédent. Absolument. D'accord. Maintenant, il y a des grandes disparités entre les différents pays de l'Union européenne pour l'acceptation des demandes d'asile. J'ai quelques chiffres ici. La Bulgarie, 85 %, c'est le champion de l'Union européenne, 85 % des demandes qui sont acceptées. L'Italie, 64 %. À l'inverse, on a des pays comme la Grèce, c'est 3,8 %, la Hongrie, 8 %, Luxembourg, 10 %, la France, 17 %. Des très grandes disparités. Oui. Donc, il n'y a pas la même volonté d'un pays à l'autre pour accueillir les demandeurs d'asile. Est-ce qu'il y a une volonté d'harmoniser tout ça, de trouver une politique cohérente au sein de l'Europe? En Europe, on parle d'une politique d'asile commune depuis longtemps. Elle s'est faite en grande partie sur la restriction de l'entrée aux frontières. Elle ne s'est pas faite sur l'harmonisation des procédures de reconnaissance du statut de réfugié. Qui reste donc de l'apanage des nations. Qui reste de l'apanage des nations, qui le font bien ou mal. La Grèce l'a fait mal, très mal, jusqu'à tout récemment. Il y a actuellement un effort pour transformer cela, et un effort réel. Il faut se rendre compte que ce n'est pas parce que vous avez un bon système de reconnaissance du statut de réfugié que vous allez attirer plus de demandeurs d'asile. En ce moment, les Syriens vont en Suède et en Allemagne. Pourquoi? Parce que la Suède a dit qu'elles allaient reconnaître le statut de réfugié à tous les Syriens sur son territoire. D'accord. Point. Sans passer par la procédure de reconnaissance du statut de réfugié. On leur donne tout de suite un permis de séjour. Donc, la Suède accueille, je crois, 20 000, l'Allemagne accueille 30 000 Syriens en ce moment, mais il y en a d'autres. Alors, là, vous avez un problème énorme en Europe parce qu'on a mis en place des mécanismes répressifs qui n'incitent pas à se présenter à des gardes-côtes ou à des gardes-frontières, qui incitent à passer en douce sur le côté et à se présenter dans le pays où on sera le mieux accueilli. Par exemple, si vous êtes, selon les règles qu'on appelle les règles de Dublin, si vous entrez par l'Italie et que vous faites une demande d'asile en Italie, ou que vous alliez par la suite, on doit vous renvoyer en Italie et c'est en Italie que vous devez vivre et que votre demande d'asile doit être étudiée. C'est la raison pour laquelle 98 % des Syriens, qui entrent presque tous par l'Italie en ce moment, mais aussi un peu par la Grèce, mais beaucoup par l'Italie, ne demandent jamais l'asile en Italie, parce qu'ils ne veulent pas être identifiés en Italie et être envoyés vers l'Italie. Ils veulent être identifiés et vivre en Allemagne ou en Suède. Donc, la filière clandestine continue à l'intérieur de l'Europe jusqu'à la Suède, jusqu'à l'Allemagne. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas créé les moyens d'inciter les gens à se présenter au bon endroit. D'accord. Il y a toute la question maintenant de la sensibilité politique de cette question-là. On voit en Europe des débats sur l'immigration devenir un peu plus intenses. Et il y a des partis de droite, voire d'extrême droite, qui sont très virulents, qui gagnent en popularité. Est-ce que c'est réaliste de penser que l'Europe peut en arriver à convaincre ses citoyens d'accepter ces migrants clandestins-là, ou ces migrants par des voies autres que la voie clandestine, comme vous le dites? Alors, ça va être très compliqué. Le problème que nous avons, c'est que nous avons un groupe de personnes important, probablement sur le territoire européen des millions de personnes qui sont en situation irrégulière et qui vivent, qui travaillent. Tous les migrants en situation irrégulière travaillent, parce qu'ils doivent manger le soir et il n'y a pas d'aide sociale pour eux. Donc, ils travaillent mal, ils sont mal payés quand ils sont payés, mais ils travaillent. Ils payent des impôts sur tout ce qu'ils achètent, tout ce qu'ils louent, et même beaucoup d'entre eux payent des taxes, payent des impôts sur le revenu. Il y en a qui sont inscrits à l'impôt sur le revenu, entre autres aux États-Unis, pas en Europe, mais aux États-Unis. Donc, ils payent des taxes, ils vivent, parfois ils élèvent des enfants, et ils ne sont jamais représentés politiquement. Si vous n'êtes pas représenté politiquement, vous ne participez pas au débat politique et vous n'arrivez pas à changer les perceptions. Les femmes, depuis 60 ans ou plus, se battent pour changer les perceptions en obtenant d'abord le droit de vote et ensuite en se battant sur la scène politique pour changer les perceptions. Et aujourd'hui, une blague sexiste, ça peut tuer une carrière politique. Une blague contre les migrants, M. Le Pen, Mme Le Pen, depuis des années en font, ça n'a jamais, ça rapporte des voix même. Donc là, on a un problème de représentation politique de tout un groupe de notre population qui ne partira pas
et qui va grossir. Et il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer leur voix dans le débat politique? Bien. L'Union européenne a dit qu'elle ferait de la migration clandestine sa priorité ou l'une de ses priorités en 2015. Donc, on aura l'occasion de suivre ça ou peut-être même d'en reparler. François Crépeau, merci beaucoup. Merci infiniment.